Auparavant, je suis rapidement passé sur le futur empereur Julien qui accumule des vivres pour ses troupes. Alors qu'il était à Saverne, il a fait moissonner les champs de céréales par ses légions. Alors il ne faut pas s'imaginer que la plaine d'Alsace, et ici les paysages du Korsberg, comme de vastes forêts entrecoupées de quelques domaines agricoles. En fait, l'artificialisation des terres avait débuté bien avant l'arrivée des Romains et le paysage de l'âge de bronze devait ressembler au bocage lormand et après la conquête, les populations gauloises se convertissent progressivement au mode de vie romain. Les villes des plaines remplacent progressivement les oppida des montagnes et les fermes sont progressivement remplacées par des villae d'aspiration romaine. Les traces d'habitat sont d'ailleurs assez nombreuses. Sur cette carte, on remarque que les archéologues ont retrouvé des traces d'habitation un peu partout dans les villages du Korsberg et même les traces d'un village antique à Wiversheim. Mais il s'agirait là d'une exception dans le coin. La majorité des habitations sembleraient être des villae. Après, il ne faut pas croire qu'avant l'arrivée des Romains, les Celtes qui vivaient ici vivaient de la chasse et de pêche à la Astérix et Obélix. Pas du tout. Ils avaient déjà largement fait le boulot avant l'arrivée des Romains. Dès 800 avant Jésus-Christ, on considère même qu'il y avait moins de forêts qu'en France dans les années 1950. Et après la conquête romaine, la plupart du temps, on a remarqué que le système romain de la villa a juste été plaqué sur de grandes fermes gauloises préexistantes, comme à Dunsheim, plus au nord, où une ferme de l'époque gauloise a été supplantée par une villa romaine. Alors, on y cultivait quoi dans ce Korsberg romain ? Déjà, vous pouvez vous en douter, le maïs ne faisait pas partie de l'équation. Les fouilles archéologiques nous ont depuis longtemps donné la réponse. On y cultivait du blé tendre et de l'épeautre, mais aussi d'autres blés, du millet, de l'avoine et du seigle pour le fourrage des animaux et pour la consommation de galettes et de bouillies. D'ailleurs, la culture du seigle s'est développée assez tardivement et même plutôt vers le début de la période médiévale. Ce sont également les Romains qui ont domestiqué des variétés de fruits locaux que l'on ne trouvait qu'à l'état sauvage, comme les pommes, les poires, les prunes ou encore les cerises. En fait, pour ce qui est de la culture des céréales, vous oubliez les champs de blé comme on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire en moyenne un peu moins d'1 mètre. Les variétés de céréales de l'époque n'ont pas encore connu de croisement génétique ou de produits raccourcisseurs qui renforcent la tige et de ce fait évitent la verse et permet d'obtenir plus de grains. Les céréales avaient alors des tiges bien plus longues, probablement 1,50 m. C'était alors des hautes herbes et il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour voir les tiges des céréales considérablement raccourcir. Alors l'image de Russell Crowe dans Gladiator caressant l'orge qui semble être à hauteur de taille, vous oubliez. L'image est belle certes, mais complètement fausse sur l'agriculture de l'époque. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les erreurs qui manquent dans cet excellent film, mais c'est un autre sujet. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo sur le sujet sur la chaîne Histoire appliquée réalisée par Icarius. Pour en revenir à notre sujet, en Alsace, on se distinguait du régime alimentaire romain. On mangeait beaucoup plus de viande, bœufs, moutons, porcs et poules finissaient par passer dans l'assiette. On mangeait d'ailleurs plus de bœuf que de moutons et de poules. La viande de porc, c'était apparemment plus réservé aux riches. Du reste, les produits qu'on ne trouvait pas sur place étaient importés. Des fruits comme les figues, les amandes, les melons, les dattes, les grenades, etc. On importait aussi la fameuse sauce de poisson romaine, le garum. Oubliez par contre la culture des pommes de terre, des tomates et du maïs. Elles sont toutes d'origine américaine et l'Amérique n'avait pas encore été découverte par les Européens. Et quand on voit les vignes au loin, bon vous ne les voyez pas mais moi je les vois, on pense aussi que dès que les Romains étaient arrivés, ils avaient aussi introduit la culture des raisins. Eh bien, pas tout de suite. Il a fallu attendre le IIIe siècle de notre ère pour retrouver les premières traces de culture de la vigne en Alsace. Et il y a 2 raisons à ça. L'interdiction en 92 par l'empereur Domitien d'implanter de nouvelles vignes, mesure qui s'est prolongée jusqu'en 280. Et l'installation de la cour impériale romaine à Trèves, 140 km plus au nord-ouest à la fin du IIIe siècle. Mais le système de culture ne s'est pas maintenu durant toute la période romaine. Si les villae étaient assez fréquentes au 1er siècle, elles sont progressivement abandonnées à partir du 2e siècle, mais elles furent encore nombreuses à se maintenir jusqu'à l'époque mérovingienne. Les autres, par contre, ont servi de carrière de pierre. Nous sommes maintenant très proches du village de Kuttelsheim. Alors, je pense que vous avez remarqué sur l'épisode précédent, nous n'étions plus sur la voie romaine.
Il y a une bonne raison à cela, déjà pour éviter le trafic, il y a beaucoup de bruit, là c'est quand même un petit peu plus calme, mais aussi pour une bonne raison. Si j'ai fait ce petit détour rapide par ce lieu juste en bordure de la Soufel, qui est juste là, c'est justement pour parler de la Soufel, pour parler de l'aqueduc qui passait très certainement par là, mais aussi pour vous montrer ce qu'il restait d'une très probable villa gallo-romaine du IIe siècle. Et comme vous pouvez le constater, il ne reste rien, du moins en surface. Nous avons cependant la preuve qu'il y a eu quelque chose ici, puisque des fouilles y ont été effectuées dans les années 1920 par Arthur Stieber, d'autant plus qu'il a mis au jour du mobilier du IIe siècle. Malheureusement, ces pièces furent perdues pendant la guerre. Alors comment peut-on dire qu'actuellement quelque chose s'est trouvé ici? Pour ça, c'est la reconnaissance aérienne qui fut déterminante. Un cliché effectué par l'armée de l'air française confirme la présence en ces lieux d'une série de bâtiments. Mais encore une fois, il y a un problème, surtout que pour moi, afin de retrouver cet endroit, parce que le cadastre a changé, il y a eu des découpages de parcelles, des redécoupages dus probablement à des remembrements agricoles. Ce qui fait que le plan fourni en 1949 par Arthur Stieber ne correspond plus à grand chose. Alors, je ne vais pas détailler maintenant et ici tout ce que j'ai fait pour arriver à la conclusion que cet endroit-là, c'est effectivement l'endroit du plan, pour éviter justement des fouilles un petit peu trop sauvages et intempestives de type qui se baladeraient avec des détecteurs de métaux. Voilà, donc je me contenterai simplement de vous dire ce qu'il en est. Pour ce qui est de la villa elle-même, on est sur un établissement qui semble assez modeste. Il n'a rien à voir avec la villa de Dunsenheim ou de Steinbourg. Cette dernière possédait même ses propres thermes. Des thermes, des bains, pas les termes, bref, on m'a compris. Non, là, ça semble vraiment être un habitat relativement modeste.